Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible, perdu au sein d'une famille, où vos sacrifices semblent n'être qu'une évidence? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, celle de Marie, une femme méprisée, oubliée dans sa propre maison, mais qui a retrouvé sa véritable valeur. Cette histoire nous rappelle que votre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Dites-moi dans les commentaires depuis où vous nous écoutez, quel âge vous avez et où vous en êtes dans votre vie en ce moment même. Je n'aurais jamais cru que le silence puisse être si cruel. Le jour des funérailles de mon mari, l'église était lourde d'encens et de murmures. J'étais assise au premier rang, serrant le mouchoir plié qu'il avait glissé dans ma paume des années auparavant. Mes mains tremblaient, mais je le tenais fermement, comme si le tissu pouvait m'empêcher de m'effondrer. Tout ce que je voulais, c'était pleurer, laisser le chagrin s'échapper de moi comme une tempête. Mais j'aurais dû m'en douter, car ils ne m'ont pas laissé faire. Éléonore, la sœur de mon mari, s'est penchée vers un autre parent, ses lèvres se retroussant comme elle le faisait toujours quand elle se croyait maligne. Elle a toujours été si fragile, a-t-elle dit, sa voix juste assez forte pour flotter au-dessus du cantique. Regardez-la, déjà perdue sans lui. Un rire a fusé entre elle et Caroline, la plus jeune nièce. Ce n'était pas un rire bienveillant, ni même un rire nerveux. Il était tranchant, comme du verre traîné sur ma peau. Quand le cercueil a été descendu, ma poitrine s'est fissurée. J'ai sangloté ouvertement, sans honte. Et c'est là que je l'ai entendu, le murmure de Caroline, si clair qu'il aurait pu être crié, pathétique. Elle ne sait même pas se tenir. J'ai voulu hurler, me retourner, et leur dire que le deuil n'a pas de règle, que perdre l'homme avec qui j'avais partagé 40 ans de ma vie n'était pas quelque chose que je pouvais poliment ravaler. Mais les mots sont morts dans ma gorge, car c'est ce que j'avais appris avec eux au fil des ans, le silence. Même mon propre fils, Mathieu, ne m'a pas défendu. Il a gardé les yeux baissés, s'agitant sur son siège, feignant de ne pas entendre. Il a toujours été comme ça, trop discret, trop désireux de maintenir la paix, même si cette paix signifiait me laisser saigner sous leurs mots. L'enterrement s'est terminé, la terre a été pelletée, et leurs commentaires continuaient de dériver jusqu'à mes oreilles. Victor, le frère aîné de mon mari, a redressé son manteau et a dit « Eh bien, maintenant elle va voir ce que c'est que de gérer les choses seule. Non pas qu'elle l'ait jamais fait avant. » Je me suis mordu l'intérieur de la joue jusqu'à sentir le goût du fer. La vérité, c'est que ce n'était pas nouveau. Leur moquerie avait été le papier peint de ma vie. Je m'étais habitué à être l'ombre dans le coin des dîners de famille, celle dont on se moquait quand je butais sur un mot ou posais une question sur des affaires que je n'étais pas censé comprendre. On m'avait appris à ravaler la honte et à sourire poliment. Je pensais que le chagrin les adoucirait, ne serait-ce qu'un jour, mais je me trompais. Ils ne m'ont même pas laissé pleurer. J'étais assise sur ce premier banc, le cercueil de mon mari devant moi, et chaque sanglot semblait une performance qu'il jugeait, une faiblesse qu'il comptait contre moi. À la fin de la cérémonie, mon chagrin s'était transformé en autre chose. Pas encore de la colère, mais une sorte de graine dure qui se plantait profondément dans ma poitrine. Quand nous sommes sortis de l'église dans l'air froid, Éléonore m'a frôlé avec un sourire trop acéré pour être confondu avec de la sympathie. « Tu vas devoir t'appuyer sur nous maintenant, Marie. Tu n'as jamais été douée pour gérer les choses seule. » Ces mots ont atterri plus lourdement que la terre sur le cercueil de mon mari. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. Ma gorge était à vif d'avoir retenu tout ce que je voulais dire. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est agité, quelque chose qui ressemblait presque à de la défiance. Je pensais que les funérailles étaient faites pour le deuil, pour le souvenir, mais pour moi, ce fut le moment où j'ai réalisé à quel point il me permettrait peu d'être humaine. Pour eux, je n'étais pas une veuve. Je n'étais pas une épouse en deuil. J'étais un objet de ridicule, même dans ma plus profonde tristesse. Ce jour-là, j'ai enterré mon mari, mais j'ai aussi enterré les derniers vestiges de mon silence.
Une fois les funérailles terminées et la maison vidée des fleurs et des chuchotements, je me suis assise seule dans le salon, à contempler le silence. C'était étrange, ce calme. Pendant 40 ans, j'avais vécu dans cet appartement avec mon mari, Jean-Pierre. Sa présence était constante, parfois chaleureuse, parfois distante, mais toujours là. Maintenant, il n'y avait plus que moi, et le tic-tac de l'horloge comtoise. Le silence semblait plus lourd que le cercueil que nous avions descendu en terre ce matin-là. Et avec le silence est venu le souvenir. J'ai repensé aux décennies de dîners, de fêtes, de réunions où j'étais toujours la risée. Jamais la voix qui compte. Éléonore levant les yeux au ciel chaque fois que je parlais de livres ou de jardinage. Victor racontant comment j'avais un jour brûlé un poulet rôti, comme si cela définissait toute ma vie. Caroline imitant ma voix douce devant tout le monde. Même Mathieu, mon propre fils, riant parfois nerveusement avec eux, juste pour maintenir la paix. Ce n'était pas une seule blessure profonde. C'était une vie de minuscules coupures. Je suis devenu un bruit de fond dans ma propre existence. Jean-Pierre ne se joignait jamais à leurs moqueries, mais il ne les arrêtait jamais non plus. Au lieu de cela, il se retirait dans son bureau, cette pièce fermée à clé, aux lourds rideaux tirés. Chaque fois que je lui demandais ce qu'il y faisait, il répondait seulement « Je travaille ». Des choses qui ne t'intéresseraient pas. Et je le croyais. Ou peu, être que je l'acceptais simplement. Cette porte est devenue un symbole pour moi, une ligne entre ce que j'étais autorisé à toucher et ce qui était interdit. J'ai appris à ne pas poser de questions. J'ai appris à me contenter des recoins de la vie qu'il me laissait. Mais assise là, après les funérailles, fixant le silence, j'ai réalisé à quel point j'avais passé ma vie à être sous-estimée. J'étais toujours trop douce, trop émotive, trop naïve. Il disait que je ne comprenais rien aux affaires. Il disait que je ne survivrais pas sans Jean-Pierre. Et le pire, c'est que je les croyais. J'avais construit mon monde autour de petites choses. Des fleurs sur le rebord de la fenêtre, des tasses de thé soigneusement empilées, un petit jardin entretenu sur le balcon, des choses qu'ils méprisaient tous, mais qui m'apportaient la paix. Je me disais que c'était suffisant. Mais maintenant, Jean-Pierre était parti, et la famille tournait autour de moi comme des loups. Leur voix résonnait encore dans ma tête depuis l'enterrement. Elle n'a jamais rien géré. Elle ne saura pas quoi faire. Et j'étais terrifié à l'idée qu'il puisse avoir raison. Pourtant, quelque chose en moi a été différent. Une graine avait été plantée sur ce banc d'église. Une sorte de rage tranquille d'avoir été dépouillé même de mon chagrin. Pendant des années, j'avais laissé leur rire me définir. Mais assise là, seule dans le silence de mon appartement, j'ai réalisé que j'avais le choix. Je pouvais continuer à croire à l'histoire qu'ils racontaient sur moi, ou je pouvais enfin écrire la mienne. Mon regard s'est porté vers le couloir, vers cette porte verrouillée. Le bureau. Elle se dressait dans ma mémoire comme un secret aux côtés duquel j'avais vécu pendant des décennies, mais que je n'avais jamais touché. Jean-Pierre l'avait gardé scellé. Mais pourquoi? Pourquoi avait-il eu besoin d'une telle distance? Même avec sa femme, c'est alors que je me suis souvenu de l'enveloppe. Elle était encore posée sur la table d'appoint, non ouverte parmi les cartes de condoléances, blanches, simples, avec mon nom écrit dessus de sa main. Un détail étrange, sachant que Jean-Pierre n'avait jamais été un homme de lettres. Il préférait le silence aux mots. Je l'ai prise, mes mains tremblant comme elle l'avait fait à l'enterrement. J'ai glissé mon doigt sous le rabat, et mon cœur a failli s'arrêter lorsqu'une clé en laiton a glissé dans ma paume. La note à l'intérieur était courte, presque brutale. « Marie, le bureau est à toi maintenant. Tout ce qui est à l'intérieur t'appartient. Ils se moqueront de toi. Puis, ils supplieront. Puis ils essaieront de prendre. Ne plie pas. » J'ai fixé les mots, le souffle coupé. Toute ma vie, on m'avait traité comme si j'étais fragile. On s'était moqué de moi comme si je n'avais aucune force. Mais Jean-Pierre, il m'avait laissé quelque chose.
Pas seulement la clé d'une porte verrouillée, mais un avertissement, un ordre. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose s'agiter en moi qui n'était ni le chagrin ni la honte. C'était de la détermination. J'ai dû relire cette note une centaine de fois. Ils se moqueront de toi, puis ils supplieront, puis ils essaieront de prendre. Ne plie pas. Ces mots ne ressemblaient même pas à Jean-Pierre. Mon mari était un homme de peu de phrases, jamais du genre à parler par énigme. Et pourtant, le voilà qui m'avertissait d'outre-tombe. La clé en laiton pesait lourd dans ma main, comme si elle portait non seulement un poids, mais un choix. Je me suis dit que j'attendrais, que j'étais trop à vif après les funérailles, trop fatigué pour affronter les secrets qui se cachaient derrière cette porte. Mais plus j'essayais de dormir, plus ce bureau murmurait à travers le silence de la maison. Il avait toujours été un mystère. Pendant des décennies, j'ai épousseté autour de sa porte, arrosé la plante qui se fanait près de sa fenêtre voilée, a mis le couvert, sans demander pourquoi Jean-Pierre passait des heures enfermé à l'intérieur. Je pensais que c'était de l'orgueil, une habitude ou un rituel privé que je ne devais pas interrompre. Mais maintenant, sachant qu'il m'avait tout laissé, mon esprit s'emballait. À minuit, je n'ai plus pu résister. J'ai allumé une lampe et j'ai marché dans le couloir. Le parquet grinçait sous mes pantoufles, chaque pas semblant plus fort que je ne l'aurais voulu. Ma main tremblait en glissant la clé dans la serrure. Elle s'ajustait parfaitement, comme si elle m'avait attendu toutes ces années. Le déclic a résonné dans le couloir. Quand j'ai poussé la porte, l'air qui s'en est échappé était vicié et froid, comme une pièce qui avait retenu son souffle pendant des décennies. La poussière flottait à la lumière de la lampe, de minuscules fantômes s'élevant du plancher. Le bureau était impeccable. Des bibliothèques garnies de dos en cuir, un bureau poli d'un éclat sombre, des rideaux tirés sur la fenêtre, leurs bords effilochés par le temps. La pièce sentait légèrement le papier et l'encre, mais aussi quelque chose de plus âcre, comme du métal. Je suis entré, refermant la porte derrière moi, mon regard attiré d'abord par le bureau. Dessus se trouvait une petite pile d'enveloppes, chacune soigneusement attachée avec de la ficelle. À côté, un grand livre relié en cuir et une pile de documents officiels, tamponnés et scellés. J'ai attrapé le dossier le plus proche, les mains tremblantes. Les mots à l'intérieur n'avaient presque aucun sens au début. Titre de propriété, compte d'investissement, certificat d'action. Chacun portait mon nom, pas celui de Jean-Pierre, le mien. Page après page, document après document, tous transférant des richesses, des terres et des parts à mon nom. Je me suis effondré sur la chaise, mes genoux cédant. Pendant 40 ans, on s'était moqué de moi, on m'avait rejeté, traité comme une femme incapable de gérer quoi que ce soit. Et pourtant, Jean-Pierre, il m'avait tout confié. J'ai pressé mes doigts sur mes lèvres, retenant mes larmes. Pour une fois, elles n'étaient pas dues à l'humiliation. Elles venaient d'autre chose, une sorte de gratitude féroce, une sorte de rage aussi. La rage qu'il ne me l'ait pas dit, qu'il ne m'ait pas préparé, mais qu'il m'ait laissé le découvrir seulement après son départ. Et puis je l'ai vu. Une autre enveloppe, placée bien au centre du bureau, mon nom écrit dessus de sa main soignée et délibérée. Je l'ai déchirée, mon pouls battant à mes oreilles. Marie, tu te sentiras seule. Ils viendront à toi avec une fausse gentillesse, avec des supplications, avec des menaces. J'ai vu leur fin. Ne cède pas. Ce qui est ici est à toi, pas à eux. Reste ferme. C'est la seule justice que je puisse te laisser. J'ai fixé la lettre jusqu'à ce que les mots se brouillent. Justice, c'était le mot qu'il avait utilisé. Pendant des années, j'avais avalé leurs rires, leurs insultes, leur mépris. J'avais appris à vivre en silence pendant qu'ils décidaient qui j'étais. Et Jean-Pierre, il l'avait vu. Il avait tout vu. Et à sa manière discrète et réservée,
Il m'avait laissé la seule arme dont j'aurais jamais besoin. J'ai plié la lettre avec soin, la remettant dans l'enveloppe, et j'ai posé ma main à plat sur le bureau. Pour la première fois depuis des décennies, je n'avais pas peur de cette porte verrouillée. J'étais prête à affronter tout ce qui allait suivre. Dès le lendemain, les vautours sont arrivés. Je n'ai parlé à personne du bureau, des papiers, de la fortune que Jean-Pierre avait cachée à mon nom. Mais d'une manière ou d'une autre, il savait. Peut-être l'avait-il toujours soupçonné. Peut-être pouvait-il sentir la richesse comme les loups sentent le sang. Éléonore fut la première à arriver. Elle n'a pas pris la peine d'appeler. Elle est simplement entrée dans mon salon comme si c'était le sien. Sa voix était mielleuse, son sourire trop large. « Marie, ma chère, dit-elle, ses yeux balayant la pièce, cherchant la porte du bureau. Tu dois être si dépassée. Tant de choses à gérer toute seule. Je l'ai juste regardée, car je savais ce qui allait suivre. Elle s'est perchée sur le canapé, joignant les mains, comme une sainte dans un tableau. Il serait logique que je t'aide. J'ai toujours géré les affaires de la famille, n'est-ce pas? Et toi, eh bien, tu ne t'es jamais beaucoup soucié des chiffres. Pourquoi ne me laisses-tu pas m'occuper de la succession? Juste pour l'instant, pour ta tranquillité d'esprit. Ses mots étaient du miel, mais ses yeux étaient des couteaux. Puis est venu David, le neveu. Il a apporté des fleurs comme si j'allais oublier qui il était à l'instant où je sentirais des roses. Tu ne devrais pas porter ce fardeau, a-t-il dit. Pourquoi ne me laisses-tu pas superviser les finances? C'est trop pour toi, trop pour moi. Caroline est passée plus tard, sa voix prenant un ton apitoyé. Tout le monde en parle, ma tante. Ils disent que tu es fragile, que le chagrin a obscurci ton esprit. Tu ne veux pas que les gens pensent que tu es inapte. Mieux vaut nous laisser guider les choses avant que ça ne devienne compliqué. Inapte. Ce mot s'accrochait à moi comme de la pourriture. Et même mon fils, Mathieu, il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, ses mains enroulées autour d'une tasse de café qu'il ne buvait pas. « Maman, dit-il doucement, tu ne peux pas gérer tout ça. Tu n'as jamais eu à le faire. Sois raisonnable. Laisse la famille t'aider. Raisonnable. Aider. » J'ai eu envie de rire, mais le son est resté coincé dans ma gorge. Chacun d'eux se croyait malin, déguisant la faim en sollicitude. Mais j'avais les mots de Jean-Pierre qui résonnaient dans ma tête. Ils supplieront. Et je le voyais maintenant. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était de la supplication déguisée en charité. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je ne leur ai pas donné cette satisfaction. J'ai simplement dit non. Un seul mot, plus fort que n'importe quel discours que j'aurais pu faire. Le sourire d'Éléonore s'est fissuré comme du verre. Les fleurs de David se sont fanées sous mes yeux. Le murmure de Caroline est devenu acerbe. Mathieu a soupiré et secoué la tête, déçu, comme si j'étais l'enfant et lui le parent. Mais je suis resté ferme. Pour la première fois de ma vie, j'ai refusé de plier. Et alors que la porte se refermait derrière chacun d'eux, j'ai su autre chose. Jean-Pierre avait eu raison. Ce n'était que le début. Il n'a pas fallu longtemps pour que les sourires pourrissent. Quand mes refus se sont accumulés, les visites ont changé. Plus de roses, plus de murmures apitoyés. Maintenant, c'étaient des voix vives, des tons secs, des mots qui piquaient comme des fouets. Victor est venu en premier, remplissant l'embrasure de la porte de ses larges épaules, la mâchoire serrée. « Marie, dit-il, sans même plus faire semblant, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Tu ne peux pas gérer une succession de cette taille. Je suis le frère aîné. Elle devrait me revenir. C'est comme ça que ça marche dans une famille. » J'ai croisé son regard, plus stable que je ne me sentais. « Non, Victor, ce n'est pas comme ça que ça marche. » Son visage s'est tordu, et pour la première fois, j'ai vu la cupidité en lui, brute et nue. Si tu penses qu'une signature te rend intouchable, tu es une idiote. On peut contester des papiers. On peut contester un testament.
Ne me cherche pas. Puis il est parti, claquant la porte assez fort pour faire trembler les vitres. Après, lui est venue Caroline. Elle s'est penchée près de moi, à l'épicerie, sa voix basse et cruelle. Les gens parlent déjà, ma tante. Ils disent que tu perds la tête, que tu pleurais à l'enterrement comme une folle, que tu oublies des choses. Il ne serait pas difficile pour un juge de te considérer comme incompétente. Imagine à quoi ça ressemblerait. Tout cet argent, toutes ces propriétés, retirées. Mieux vaut tout nous donner maintenant avant d'être humilié. Son parfum s'est accroché à moi longtemps après son départ, maladif, doux et suffocant. David n'a pas été subtil non plus. Il a appelé tard un soir, sa voix plus tranchante que je ne l'avais jamais entendue. Tu crois vraiment que tu peux gagner contre nous tous? Tu vas t'épuiser à essayer. Signe, Marie. Sois intelligente pour une fois dans ta vie, pour une fois dans ma vie. Les mots ont frappé comme une pierre. Et puis mon propre fils. Mathieu n'a pas menacé, pas ouvertement. Il a juste soupiré au téléphone, sa voix lourde de déception. Maman, tu te fais des ennemis de tout le monde. Tu ne vois pas? Ils vont te détruire. Arrête de te battre. Donne-leur ce qu'ils veulent. Ce sera plus facile. Plus facile. Pour qui? Je lui ai raccroché au nez. Cette nuit-là, j'ai trouvé les pneus de ma voiture crevés dans l'allée, le caoutchouc déchiqueté. Mon cœur battait la chamade en regardant les dégâts, l'air épais d'une odeur de caoutchouc brûlé. Le lendemain matin, j'ai remarqué la porte du bureau. La serrure était rayée, le bois éclaté, des marques claires de quelqu'un ayant essayé de forcer l'ouverture. La maison, autrefois mon refuge, ne me semblait plus sûre. Chaque grincement du plancher me faisait sursauter. Chaque ombre sur les rideaux ressemblait à une silhouette qui attendait. Mais je me suis souvenu des mots de Jean-Pierre. Ils se moqueront de toi. Puis ils supplieront. Puis ils essaieront de prendre. Ne plie pas. Et j'ai réalisé que je vivais le scénario qu'il avait écrit pour moi. Chaque étape, j'avais peur. Oui, terrifié même. Mais j'étais aussi en colère. Pendant 64 ans, j'avais été leur cible, leur souffre-douleur, leur maillon faible. Et maintenant, alors qu'ils pensaient pouvoir enfin me dépouiller de tout, j'ai trouvé en moi quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. De l'acier. Alors, j'ai mieux verrouillé le bureau. J'ai gardé les documents près de moi. Et j'ai attendu. Parce que je savais que la prochaine étape viendrait, et quand elle arriverait, je serais prête. Je savais que ça allait arriver. Chaque visite était devenue plus acérée. Chaque mot portait plus de venin. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne cesse complètement de faire semblant. C'est arrivé un soir, juste après le coucher du soleil. Le ciel gardait encore une bande dorée à l'horizon, mais la maison était sombre, les ombres s'étirant sur le plancher. Je venais de me faire un thé quand on a frappé, fort, pressé, insistant. J'ai ouvert la porte et ils sont tous entrés. Éléonore, Victor, Caroline et même David. Mathieu les suivait, le visage pâle, ses yeux refusant de croiser les miens. Ils n'ont pas attendu d'invitation. Ils ont rempli mon salon comme un nuage d'orage. Victor a parlé le premier, sa voix tonitruante. « Assez de jeu, Marie, on a fini de supplier. Donne-nous les documents. » Éléonore s'est assise sans demander, lissant sa jupe comme si elle était chez elle. « Ce n'est pas juste. Tu sais, Jean-Pierre n'a jamais voulu que tu gardes tout. Tu es confuse. Tu as toujours été confuse. » Caroline se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, les yeux brillants de méchanceté. « Tout le monde se moque de toi, ma tante. Tu le sais? Ils disent que tu t'accroches à des choses que tu ne comprends pas, que tu te ridiculises. Et David, oh, David, il a souri comme un serpent. On peut régler ça tranquillement, ou on peut traîner ça devant les tribunaux. Mais si on fait ça, on remettra tout en question. Ta santé, ta mémoire, ta santé mentale.
Veux-tu vraiment ce genre de spectacle? Leurs mots m'assaillaient de toutes parts, de plus en plus forts et tranchants à chaque souffle. J'ai essayé de parler, mais Victor m'a interrompu, s'approchant, son doigt pointé en l'air. Signe les papiers, Marie. Ce soir, ou je te jure. C'est là que j'ai craqué. Ou tu jures quoi, Victor? Ma voix tremblait, mais elle était assez ferme pour fendre leur bruit. Que tu forceras à nouveau la porte de mon bureau? Que tu crèveras d'autres pneus? Que tu diras à toute la ville que je suis folle? La pièce est devenue silencieuse. La bouche d'Éléonore s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Caroline s'est agitée, mal à l'aise, son masque de cruauté glissant. Mathieu a enfin levé la tête, le visage accablé, mais il n'a rien dit. Et moi? Pour la première fois, je me sentais plus grande qu'eux tous. Je suis allé au bureau, j'ai déverrouillé la porte, et j'ai sorti la boîte que Jean-Pierre m'avait laissée. Le poids dans mes bras ressemblait à la justice elle-même. Je l'ai posée sur la table avec un bruit sourd. Leurs yeux suivaient chacun de mes mouvements. « Vous pensez que je suis faible, » dis-je doucement. « Vous pensez que je suis trop douce, trop sotte, trop fragile. Vous avez pensé ça toute ma vie, mais pas Jean-Pierre. Il me faisait plus confiance qu'il ne vous a jamais fait confiance. Et il s'est préparé à cela. Il savait exactement ce que vous feriez. J'ai sorti la pile de dossiers scellés, et je les ai ouverts. À l'intérieur se trouvaient des copies du testament de Jean-Pierre, un témoignage légal qu'il avait enregistré, chaque document signé, notarié et blindé. Et plus que ça, des preuves de leur fraude. La preuve des dettes de Victor, des transactions douteuses de David, des vols d'Éléonore. La couleur a quitté leur visage. « Vous voulez me traîner en justice ?» dis-je. « Faites-le. J'apporterai ça avec moi. J'apporterai chaque dernier mot que Jean-Pierre a laissé, et je leur montrerai exactement qui vous êtes. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Les poings de Victor se sont serrés, mais il n'a pas bougé. Éléonore a pincé les lèvres si fort qu'elles sont devenues blanches. Les yeux de Caroline se sont remplis de larmes, non pas de culpabilité, mais de panique. Et Mathieu, mon fils. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Ils sont partis sans un autre mot, claquant la porte derrière eux. La maison a tremblé sous l'écho, mais mes mains ne tremblaient pas, plus maintenant. Pour la première fois, j'ai réalisé que je ne défendais pas seulement des papiers ou de l'argent. Je me défendais moi-même, ma dignité, ma voix, et je savais que le combat n'était pas terminé. Mais je savais aussi que je n'en avais plus peur. Je pensais que la confrontation dans mon salon allait me briser, mais au lieu de cela, elle m'a libéré. Ils pensaient que leur colère me ferait retourner au silence par peur. Ils pensaient que je me recroquevillerais comme je l'avais toujours fait, baissant la tête pendant que leurs mots me tailladaient. Mais j'avais les papiers de Jean-Pierre. J'avais sa voix dans mon oreille. Ne plie pas. Alors, quand l'assignation est arrivée, leur contestation du testament, leur tentative de me faire déclarer incompétente, je n'ai pas eu peur. Mes mains ont tremblé en la lisant. Oui, mais il n'y avait aucune peur dans ma poitrine, seulement du feu. Le matin de l'audience, je suis entré dans ce palais de justice, la boîte serrée contre ma poitrine. Éléonore et Victor étaient déjà là, vêtus de noir, comme si le deuil pouvait couvrir leur cupidité. David faisait les 100 pas, chuchotant frénétiquement dans son téléphone. Caroline était assise dans un coin, le visage pâle, et Mathieu évitait mon regard. Il ne s'attendait pas à ce que je vienne préparer. Le juge a demandé des déclarations, et leur avocat s'est avancé le premier. Ces mots dégoulinaient de poison. Madame Mercer est en deuil, instable, inapte à gérer une si grande succession. Nous avons des preuves de son comportement erratique, de son instabilité émotionnelle et de son manque de compréhension des questions financières. Erratique, inapte. J'avais déjà entendu ces mots.
Ils avaient été chuchotés dans les salles à manger, souris avec mépris lors des réunions de famille, ris autour de verres de vin. Et maintenant, ils étaient gravés dans des arguments juridiques, aiguisés en lames destinées à m'abattre. Mais quand ce fut mon tour, j'ai ouvert la boîte de Jean-Pierre. « Votre honneur, dis-je. » Ma voix tremblante, mais claire. Mon mari a anticipé cela. Il savait ce que sa famille ferait. C'est pourquoi il a laissé ceci. J'ai présenté les dossiers un par un. Le testament de Jean-Pierre, signé et notarié. Son témoignage enregistré, son visage vacillant sur l'écran, alors que sa voix remplissait la pièce. Si vous entendez ceci, c'est parce que ma femme est attaquée. Tout ce que je possède lui appartient. Je lui confie ma vie, même dans la mort. À ma famille, moquez-vous d'elle si vous le souhaitez. Mais vous ne pouvez pas prendre ce qui est à elle. Des exclamations ont rempli la salle. Le visage d'Éléonore est devenu écarlate. Victor a marmonné dans sa barbe, les poings serrés. Mais je n'avais pas fini. J'ai ouvert un autre dossier, puis un autre, les étalant comme des cartes, dans une main qu'il ne pouvait pas battre. Preuve des dettes cachées de Victor, preuve des transactions frauduleuses de David avec les fonds de l'entreprise. Relevé des détournements d'Éléonore sur les comptes de Jean-Pierre des années auparavant. Ceci, dis-je, ma voix plus stable maintenant, est ce que mon mari m'a laissé. Pas seulement un héritage, mais la vérité. Et s'il souhaite me traîner dans la boue, je les y entraînerai avec moi. Chaque document ici deviendra public. Chaque manigance, chaque vol, chaque mensonge. Le silence qui a suivi était plus lourd que le marteau du juge. Leur avocat a bégayé, essayant de se reprendre, mais le mal était fait. Éléonore fixait la table, ses mains tremblant. L'arrogance de Victor s'est effondrée en une défaite silencieuse. Les lèvres de David bougeaient sans un son, calculant le coût de la révélation. Caroline pleurait doucement dans son coin, le mascara striant ses joues. Et Mathieu, mon fils, m'a enfin regardé, non pas avec pitié, non pas avec mépris, mais avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, du respect. Le juge s'est raclé la gorge. Madame Mercer, le testament est maintenu tel quel. La succession vous appartient entièrement. L'affaire est classée. Tout était fini d'un seul coup. Alors qu'il sortait en traînant les pieds, la tête basse, je suis restée assise, mes mains reposant sur la boîte de Jean-Pierre. J'aurais dû me sentir triomphante, victorieuse. Mais ce que j'ai ressenti à la place, c'était un calme, une quiétude plus profonde que n'importe quel silence que j'avais jamais connu. Je n'étais plus seulement la veuve. Je n'étais plus la risée, la fragile, l'ombre dans le coin. J'étais Marie Mercer. Et j'avais enfin été entendu. Quand ce fut terminé, quand le marteau est tombé et que les vautours se sont dispersés, je suis rentré dans une maison qui semblait entièrement nouvelle. Le silence était toujours là, mais il ne pesait plus sur moi comme un fardeau. Il s'étendait autour de moi comme un espace que je possédais enfin. Pour la première fois depuis des décennies, le silence m'appartenait, pas à eux. Les nouvelles ont vite circulé. Éléonore a cessé de se montrer en ville après que les rumeurs de son vol se soient répandues. Les dettes de Victor l'ont entraîné si bas qu'il a dû vendre la moitié de ses biens. La fraude de David a été découverte dans l'entreprise où il travaillait. Ils l'ont licencié avant qu'il ne puisse l'écouler. Caroline a disparu pendant un temps, embarrassée, puis a refait surface avec une amertume qui ne pouvait plus m'atteindre. Et Mathieu, mon fils, il est venu me voir une semaine plus tard, les épaules affaissées, les yeux doux. « Je suis désolé, maman, a-t-il dit. J'aurais dû te soutenir. » Je l'ai regardé longuement. Une partie de moi voulait se déchaîner, lui rappeler comment il m'avait laissé les affronter seul. Mais une autre partie, la plus grande, se sentait seulement fatiguée. Fatiguée, mais libre. Tu me voyais comme il me voyait, lui ai-je dit tranquillement. Maintenant, tu sais. Il a hoché la tête.
la honte vacillant dans ses yeux. C'était suffisant. Je suis entré dans le bureau ce soir-là, et j'ai fermé la porte derrière moi. La même porte que j'avais crainte pendant 40 ans. La porte que je pensais autrefois marquer la distance entre moi et mon mari. La porte que je pensais autrefois marquer la distance entre moi. Je me suis assise dans le fauteuil, passant ma main sur le bois poli, et j'ai laissé la vérité s'installer. J'avais survécu. J'avais survécu à leurs moqueries, à leurs supplications, à leurs menaces, et j'étais resté ferme. Les mots de Jean-Pierre résonnaient une fois de plus dans ma tête. Ils se moqueront de toi, puis ils supplieront, puis ils essaieront de prendre. Ne plie pas. Il avait raison. Ils l'ont fait, et je n'avais pas plié. Pour la première fois de ma vie, je me sentais plus grande que chaque ricanement, chaque insulte, chaque rire qui avait été gravé en moi au fil des ans. Ils m'avaient sous-estimé, rejeté, essayé de me dépouiller de mon chagrin, de ma dignité, de ma voix, et à la fin, ils se sont détruits par leur propre cupidité. J'ai regardé autour de moi dans le bureau, cette pièce que je considérais autrefois comme une cage, et je l'ai vue pour ce qu'elle était, un cadeau. Pas d'argent, pas de propriété, mais de justice. Alors j'ai rangé les papiers, plié la dernière lettre de Jean-Pierre, et les placé doucement dans le tiroir. Puis je me suis adossé au fauteuil, mes mains reposant calmement sur les accoudoirs, et j'ai murmuré à la pièce vide. Je ne plierai plus. Et le silence, enfin, a ressemblé à des applaudissements.